On a fait un peu le buzz dans les journaux parce que c'était le premier programme de gros hacking en Europe qui était reconnu par une université. Avant de faire le pré-seed, je pensais que j'allais tout perdre parce que je pensais pas qu'on allait lever notre pré-seed. Il y a une grande chance que si tu crées une boîte aujourd'hui, tu vas faire faillite. C'est 70% des boîtes, tout confondu, qui font faillite sous les 5 prochaines années. Si jamais tu comprends pas ton client, si jamais tu n'es pas capable de boire une bière avec ton client, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Le gros hacking, il a complètement changé sur les 10 dernières années. C'est plus nécessaire aujourd'hui d'avoir un profil technique pour être gros hacker. Il y a 6 mois, tu vois, par exemple, la personne qui faisait du TikTok en business, alors que tous les restaurateurs ils faisaient ça, au final, aujourd'hui, tous les gens ils commencent à faire du TikTok, même en B2B, tu vois. Bonjour à tous, vous êtes bien sur les grosses keynotes propulsées par le Gros Event. Pour rappel, le Gros Event, c'est le premier salon en France qui vulgarise le gros pour le rendre accessible à tous, peu importe votre métier dans la tech. Les places sont 100% gratuites mais en quantité limitée, donc n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant si ça vous intéresse. Growth Event. Let's grow together. Bonsoir à tous, vous êtes sur les grosses keynotes propulsées par le Gros Event. Et aujourd'hui, on est avec Quentin. Salut Quentin, déjà un grand merci d'avoir accepté d'être présent aujourd'hui. Peut-être pour t'introduire rapidement, tu es le cofondateur de GrowTribe, tu es le cofondateur de Tradesy, tu gères aussi une chaîne de restaurants dans le sud de la France. Comment tu te présenterais un peu plus au niveau de ton parcours et de qui t'es pour ceux qui nous regardent aujourd'hui? Ouais, c'est toujours une bonne question. C'est toujours assez dur dans les soirées. Je t'avoue à dire ce que je fais. Généralement, je m'adapte. Non, alors moi, je suis entrepreneur. Je suis un pur entrepreneur, c'est-à-dire que j'ai vraiment pas de secteur prédéfini ou des choses comme ça. J'ai 3 types d'entreprises. J'ai une entreprise dans la restauration, en effet. J'ai une boîte dans la formation professionnelle qui est basée aux Pays-Bas. J'ai créé Tradesy, qui est une fintech qui est basée à Paris. Au final, j'ai vraiment pas de préférence là-dessus. Je dis juste que je suis entrepreneur. Aucune, Et que aucune précision là-dessus. Entrepreneur avec accès un petit peu international parce que j'ai vécu dans pas mal de pays. Mais voilà, quoi. Je suis juste entrepreneur. C'est mon 3e projet aujourd'hui que je fais. Comment est-ce que tu as créé GrowTribe? Est-ce que c'était pour répondre à une demande du marché? Comment ça s'est passé à cette époque? Alors, il y a 2 histoires, hein. Et déjà, il y a mon histoire personnelle. Comment est-ce que je me suis retrouvé dans GrowTribe? Parce que j'étais pas tout seul. Dans aucune de mes boîtes, j'ai fait ça tout seul. Et la deuxième chose, c'est comment est-ce que GrowTribe l'a fait. Moi, au final, j'ai rejoint le projet GrowTribe juste pour être avec 2 personnes que j'admirais à l'époque, qui était un peu mon mentor en growth hacking par le passé. Et au final, c'est comme ça que je me suis retrouvé dans le projet. Ils m'ont demandé si jamais je voulais créer une boîte avec eux. À la base, ça devait être une boîte de consultants. Donc, j'étais un des consultants, si tu veux, avec eux. On était tous des consultants en growth hacking et on faisait du coaching. Alors, c'était du coaching sur du lean et sur du growth hacking pour les équipes innovation de Philips, qui est une grosse boîte hollandaise, et puis par la suite ING. Donc, c'était vraiment dans les grosses corporates qui essaient de devenir des startups ou des choses comme ça. C'est comme ça qu'on a commencé, bizarrement. Ouais. Assez rapidement, on s'est transformé vers la formation. Et au final, ça s'est genre 3 mois après, quoi. 3 mois après, Okay, on a commencé à faire la formation. Ce qui s'est passé, c'est que notre méthode pour pouvoir trouver des clients, c'était des workshops. On faisait des workshops. C'est, on va dire, l'ancêtre du webinar. C'était il y a 8 ans. Ça fait pas mal de temps. Et au final, c'est là-dessus où on avait fait un workshop à l'université d'Amsterdam. Et puis, il y avait le directeur de l'époque qui avait adoré le projet. Et du coup, on a fait un partenariat avec eux pour pouvoir faire une mineure à l'université d'Amsterdam. Et c'est comme ça, au final, on a switché assez rapidement d'une boîte de consulting. Et en fait, au bout de 6 mois, on s'est retrouvés, on était une boîte de formation. On a fait un peu le buzz dans les journaux parce que c'était le premier programme de gros hacking en Europe qui était reconnu par une université. Et donc, c'est ça, au final, qui a fait l'attraction initiale et qui a fait, au final, qu'on a vu que les besoins du marché étaient plus sur la formation plutôt que sur les besoins d'exécution.
Mais hyper intéressant. En plus, on voit que c'est arrivé rapidement, quoi. Tu disais au bout de 3 mois. Tu évoquais justement en te présentant aussi le fait que justement vous avez coaché des équipes sur tout ce qui était un peu les méthodos lean, etc. Et je vais sûrement te poser la question la plus dure de l'interview, mais comment est-ce que tu résumerais, toi, ou au moins présenterais tout ce qui est lean startup, lean analytique, et en quoi c'est différent des méthodes qui existaient auparavant? En fait, c'est surtout dans l'étude du marché et dans la compréhension du marché. La différence principale, c'est qu'on ne va pas se focaliser sur des données ou des choses comme ça. On va se concentrer uniquement sur la satisfaction du client. Donc, c'est les méthodes au final qui sont uniquement focalisées sur la satisfaction du client. Et il y a une méthodologie enfin, des méthodologies qui après vont permettre d'aller plus vite et de réduire les coûts pour pouvoir arriver à cette fin-là. Donc, c'est juste ça. C'est assez simple. C'est au final, avant, il y avait des études de marché ou des choses comme ça que les entreprises allaient faire pour pouvoir essayer d'évaluer, de positionner un nouveau produit, de pouvoir développer un nouveau produit. Là, au final, on va plus aller directement au contact avec les clients, avec les potentiels utilisateurs, à essayer de voir au final, on va faire une liste de toutes les hypothèses possibles qui sont les plus risquées, qui pourraient au final nuire au projet ou faire en sorte au final que l'idée n'ait pas de sens ou pas de business. Et en fait, petit à petit, on va barrer toutes ces hypothèses pour essayer de les invalider ou les valider pour pouvoir voir si jamais le produit a quelque chose. C'est une méthode qui va beaucoup plus rapidement que n'importe quelle étude de marché aujourd'hui et qui surtout se base sur des discussions avec des clients potentiels réels. C'est ça qui est intéressant. Ok, hyper intéressant. Peut-être pour commencer direct dans le dur, quand on est une startup et quand on lance sa boîte, comment est-ce qu'il faut faire au niveau justement un peu des méthodos et des enseignements lean pour trouver ses premiers clients? Il faut, alors, faut savoir que dans une startup ou dans toutes les boîtes, aujourd'hui, c'est faux de dire qu'une startup a moins de chances qu'une TPE, PME à réussir. Aujourd'hui, c'est 70% des boîtes, tout confondu, qui font faillite sous les 5 prochaines années, Ok, 5 premières années. Donc, au final, il y a une grande chance que si tu crées une boîte aujourd'hui, tu vas faire faillite, 70% de chance. Dans les 5 ans, tu n'existeras plus. Et de pouvoir justement rester au contact de ses clients, c'est la chose la plus importante. La méthode la plus simple, c'est tu vas regarder sur ton LinkedIn, tu regardes combien tu as de contacts qui devraient être des clients sur lesquels ils correspondent, et tu les invites tous à avoir une interview de 15 minutes pour pouvoir avoir du feedback sur ton projet. ouais. Et là-dessus, tu as des méthodes de poser des questions. Tu as un bouquin qui est super, qui est très rapide à lire, qui s'appelle The Mom Test, comment poser des questions comme si tu le demandais à ta mère, parce que ta mère, en fait, elle ne veut pas te mentir, elle ne veut pas te dire des choses comme ça. Et en Ouais. fait, pour faire en sorte qu'elle va te dire la vérité sur ton projet, même si c'est ta mère, même si elle t'adore ou des choses comme ça, au final, elle veut faire en sorte, au final, elle ne veut pas te froisser. Le but, c'est de savoir comment est-ce qu'on va orienter les questions et les poser pour être sûr qu'on va avoir des bons feedbacks. Donc, mon conseil, au final, au début du projet, c'est ça. Tu regardes sur ton profil LinkedIn, tu regardes si jamais tu mets tes filtres sur Sales Navigator ou n'importe quoi, tu regardes si jamais tu as des personnes dans ton réseau qui fit vraiment ta persona sur laquelle tu t'imagines. Et à partir de là, après, tu vas engager les interviews et tu poses les bonnes questions pour pouvoir valider ou invalider tes hypothèses. C'est là-dessus que tu vas trouver tes premiers clients, généralement, dans ton Ouais, réseau. Ton réseau, c'est pas forcément avec personne que tu connais, hein. C'est ouais, des ouais. personnes que tu as dedans. Ouais, tu es vraiment dans la culture du feedback aussi, d'en avoir le plus rapidement possible. Peut-être pour parler aussi de justement ton expérience, aussi bien au niveau de GrowTribe que de Trady, comment est-ce que vous, justement, vous avez trouvé vos premiers clients utilisateurs? Sur GrowTribe, c'était vraiment par les workshops. Au début, c'était de business development, c'est-à-dire c'était du réseau de mon associé Peter, qui était le CEO, qui faisait de la vente, et des workshops qu'on organisait. Et très rapidement, ça s'est très orienté vers les workshops et tous les événements, les conférences, des choses comme ça. On est une boîte qui fait de la formation, donc au final, ça nous permettait d'avoir tu vois, une petite session d'une demi-heure, des fois de 45 minutes, des fois d'une heure, tu vois, dans les conférences devant quelques centaines de personnes, des fois Ouais, des milliers de personnes. Et en fait, ça te donne, c'est comme une période d'essai, tu vois, dans la formation. C'est-à-dire que tu as une petite période d'essai où tu as une heure sur laquelle il faut directement les arriver sur un wow moment, tu vois, pour tout ce que j'ai appris en une heure, tu vois, et j'imagine même pas en 2 jours de formation tout ce que je vais apprendre. Donc, c'était ouais. ça, comme ça qu'on a trouvé nos premiers clients à GrowTribe.
Et très rapidement, ça s'est parti sur vraiment le canal principal, c'était event-based marketing. C'était vraiment ça sur lequel on s'est orienté. Sur Trezy, c'est un peu différent. On est à une autre étape aujourd'hui. C'est un produit un peu plus lourd à développer. Donc, les premiers clients, on l'a pris dans mon réseau LinkedIn, bien sûr. C'était comme ça qu'on a pris les choses. Donc, tu contactes les personnes que tu connais, tu demandes des feedbacks sur ton utilisation, tu essaies de comprendre leurs problématiques surtout, et tu essaies de voir si jamais ta solution va répondre à leurs problèmes. Si jamais ça va répondre à leurs problèmes, de eux-mêmes, ils vont te demander d'être client. C'est comme ça que tu vas le voir au final. Très rapidement, ils vont vouloir être bêta-testeurs, ils vont vouloir, quel que soit le prix ou choses comme ça, ils veulent faire partie de l'aventure parce que tu vas résoudre un besoin assez important. Après, sur Trezy, le deuxième canal d'acquisition qui s'est assez vite dessiné, c'est du cold email assez classique qui s'est fait là-dessus, des sessions de cold email avec en multicanal, c'est-à-dire tu passes par l'email, après tu passes par LinkedIn, après de temps en temps tu peux essayer d'envoyer des textos, et puis voilà, d'essayer de faire des messages assez personnalisé pour être sûr qu'au final ça passe pas dans les spams et voilà. Et aujourd'hui les itérations qu'on a fait, ça se penche pas mal sur tool-based marketing et marketing d'influence. Pour en parler un peu plus. Ouais, justement, j'allais rebondir. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces deux leviers, peut-être pour ceux aussi qui comprennent, enfin qui connaîtraient pas à quoi ça correspond? Ouais, en fait, alors le tool-based marketing, c'est peut-être mon canal d'acquisition préféré. Pourquoi? Parce que je suis un mec qui adore l'exécution. Et en fait, le tool-based marketing, ça consiste à faire un outil, des fois assez simple, des choses comme ça, que tu vas lancer sur Product Hunt, que tu vas lancer sur des choses comme ça, qui va se marketer tout seul, parce qu'au final, la valeur de l'outil va être telle, au final, que les gens ils vont le consommer directement. Et après, ça va te permettre de pouvoir récupérer des adresses email, de récupérer de temps en temps, juste tu vas avoir une petite bannière, des fois tu peux te débrouiller pour pouvoir les retrouver. Un bon exemple que j'ai vu il y a quelques semaines, par exemple, c'était une startup qui s'appelle Hyperline, qui est française, qui est faite par Lucas Bedou. Il y a Jérémy Goyot aussi, qui est l'ancien Head of Growth de Spendesk, qui l'aide là-dessus. Ils ont créé un outil qui s'appelle Explorer, où au final, ils ont pris toutes les pages de pricing pour pouvoir faire une ressource en interne, en fait, un outil où tu peux regarder tous les types de pricing que les SaaS ils vont avoir. Ils l'ont mis à disposition avec des feedbacks dessus. Donc, c'est un outil qu'ils ont fait. Ils l'ont lancé sur Product Hunt. Ils étaient le numéro 1 sur Product Hunt avec ce side project. Et ça, au final, ça leur a généré pas mal de leads. Donc, ça, c'est le tool-based marketing que j'adore beaucoup parce qu'au final, c'est des petits projets sur le côté qui te permettent un peu de revenir sur l'exécution. C'est des choses, des fois, que tu oublies. Et puis voilà. Et voilà, et puis après le deuxième, LinkedIn, c'est le marketing d'influence. Là, on fait pas mal de choses sur LinkedIn. On poste pas, alors je suis pas un influenceur sur LinkedIn ou des choses comme ça, mais au final, rapidement, tu arrives à avoir 400, 500 000 vues par trimestre sur tes posts. Si jamais tu postes régulièrement, si jamais tu n'es pas un influenceur comme moi, tu arrives à avoir ça, et puis ça ramène un flux de leads constant qui est assez intéressant. Tu grandis ton réseau, et surtout, si jamais tu ajoutes les personnes, tu vois, tes clients, tu les ajoutes sur LinkedIn avant, sans leur envoyer de messages ou des choses comme ça, après, en fait, ils vont toujours voir ton contenu passer, comment est-ce que tu aides leur boîte, ou des choses comme ça, et donc ça va te faire un flux d'entrants, de leads intéressant d'entrants. C'est-à-dire que nous, à Trezy, tous les employés de Trezy et toutes les personnes qui travaillent à Trezy aujourd'hui postent du contenu sur LinkedIn ou vont poster du contenu sur LinkedIn. C'est aussi simple que ça. Et comment tu vas instaurer un peu cette culture dans la boîte et encourager tes employés à finalement presque devenir des ambassadeurs sur LinkedIn? Ouais. Nous, on a quelqu'un on a recruté quelqu'un. En fait, on a validé. Ce qui est important dans l'entrepreneuriat, surtout au début, c'est de faire ce qu'on appelle des itérations, donc de pouvoir itérer rapidement pour pouvoir valider ou invalider une hypothèse. Mais dans le gros hacking, ça va être de valider ou invalider, par exemple, un canal d'acquisition. Et en interne, on avait validé que LinkedIn, au final, c'était un canal d'acquisition qui était intéressant. J'avais fait pas mal de tests, tu vois, sur quelques semaines sur mon LinkedIn pour voir qu'est-ce que ça pouvait faire. Et après, du coup, pour les personnes qui travaillent à Trezy, on leur a proposé le projet de pouvoir
pouvoir poster du contenu de qualité à chaque fois sur leur compte, etc. Et puis après, c'est à eux compte LinkedIn, ça appartient pas à la boîte, donc c'est à eux de décider s'ils le veulent ou pas. Ouais. Mais généralement, pour l'instant, j'ai personne qui m'a dit qu'il voulait pas le faire. Et puis de toute façon, si jamais t'es pas bête, je veux dire, ton post LinkedIn, il marche, ton niveau de trouver un nouvel emploi ou des choses comme ça, t'as tout le monde qui va te qui te contacte très rapidement. Donc c'est gagnant-gagnant, tu vois. C'est limite, on pousse certaines personnes à aller sur la sortie à être plus sollicitées, quoi. C'est vraiment ça. Et du coup, on a embauché quelqu'un en interne qui nous aide sur la création de tous les contenus. Et donc, du coup, ça fait que... Alors, moi, je crée mon contenu, on va dire 80% des contenus, c'est moi qui les crée. Mais des fois, tu n'as pas le temps. Des fois, tu as des trucs comme ça. Et tu vas avoir le post. Du coup, je vais pouvoir prendre un post que la personne a écrit pour pouvoir le mettre dans mon LinkedIn. Ça fait que du coup, j'ai des fois de la consistance. Des fois, ça fait que des fois, la personne est meilleure que moi aussi à écrire des posts. C'est un peu frustrant. C'est ce qu'on va voir de temps en temps. Mais voilà comment on fait. En fait, pourquoi est-ce que j'explique ça? Tu vois, c'est la méthodologie. Tu valides en interne, il y a un levier d'acquisition. Et puis après, tu doubles en fait les efforts que tu fais là-dessus. Tu embauches quelqu'un en interne, tu embauches un consultant ou quelqu'un comme ça qui va pousser au final l'itération le plus loin pour pouvoir doubler là-dessus. C'est vraiment la méthodologie qui est Lean et la méthodologie agile. Et hyper intéressant, justement, et tu parlais de fait de trouver le canal avec des itérations, etc. Je me dis, tu vois, quand tu es entrepreneur, comment est-ce que tu sais que tu aies trouvé ou pas ton product market fit une fois que justement ta startup est déjà lancée? Est-ce qu'il y a des indicateurs que tu peux regarder et qui peuvent t'indiquer ce genre d'étape de maturité à atteindre? Ouais. Alors, c'est très dur de savoir si tu as le product market fit. La chose que les gens, généralement, ce que j'aime pas, ce qu'ils disent, c'est qu'ils vont dire si jamais tu as 100 clients qui t'adorent, c'est bon, tu as le product market fit. C'est des grosses conneries. Product market fit, dedans, tu as market. Market, c'est quelle est la taille de ton marché, en fait. Si jamais tu as vendu à tes employés, à ton associé, à tes investisseurs, la taille de marché, tu vois, c'est toutes les TPE, PME dans le monde, tu vois, comme c'est le Trésy. C'est ça qu'on a vendu dans le projet, tu vois, c'est un projet ultra ambitieux. Au final, c'est pas 100 utilisateurs qui vont te dire, non, mais tu as le market fit, tu vois, sur tout ton marché, quoi. Donc, la première chose à faire, c'est de savoir en fait quelles sont les ambitions du marché, de pouvoir voir au final si ton marché, tu vois, c'est la France, c'est je sais pas 1% des TPE PME en France, ouais, tu as 100 utilisateurs, il y a de fortes chances que tu vas réussir à l'avoir. Si en revanche c'est beaucoup plus élevé, tu l'as jamais ton product market fit. Tu as des signaux qui vont faire en sorte que tu vas l'avoir, mais en fait, il faut que tu continues d'itérer, que tu continues de voir au final, de parler avec des entreprises ou des clients, des potentiels clients qui sont clients et d'autres qui ne sont pas clients pour comprendre pourquoi est-ce que ces personnes ne sont toujours pas clients. Et c'est comme ça au final que tu vas réussir à voir en fait petit à petit quelle est ta vraie taille de marché et tu vas constamment continuer d'itérer pour pouvoir atteindre ton product market fit. C'est assez dur à savoir quand est-ce que tu as le product market fit, juste par le fait que la taille du marché, très souvent, tu as les boîtes qui vont penser qu'ils ont le product market fit, ils vont arriver à une taille de 1 million, 10 millions, même des fois de ARR, et puis après, ils vont atteindre un plafond qui va être très dur à casser parce qu'au final, ils ne se sont jamais posé la question. Pour eux, c'était fait qu'ils avaient le product market fit. Donc, le product market fit, pour moi, tu devrais toujours te remettre en question. Dans mes 3 boîtes, je crois que j'ai 200 employés aujourd'hui sur les 3 boîtes. J'ai peut-être 20 millions d'euros de chiffre d'affaires de générer, peut-être 25. Je pense que je n'ai pas le product market fit sur aucune des 3 boîtes. Ok, ouais, j'allais te poser la question du coup. non, aucune. Le product market fit, c'est la boîte qui a atteint sa boîte à maturité. C'est Google, quoi, le product market fit. Ou alors quelqu'un qui est une petite je sais pas, tu as un magasin de vélo, par exemple, le product market fit, si jamais tu sers toutes les personnes qui sont là, c'est bon, tu l'as. Ton marché est plus petit, mais voilà. Et tu vois, j'allais te poser la question un peu du scale. Souvent, on peut entendre des personnes dire justement, c'est quand tu as un peu validé ton marché, etc., que tu vas vraiment pouvoir scaler. Toi, qu'est-ce que tu en penses à quel moment justement tu vas te dire qu'on va plus passer dans une étape de scale et finalement quitter l'étape où tu vas tester des différents canaux? En fait, tu as un cercle qui se fait que tu appelles build, measure, learn dans les startups. C'est au final, tu vas faire ta fonctionnalité, tu vas faire ton produit, puis après, il faut mesurer l'efficacité, la réception sur le marché, et puis après, tu vas apprendre là-dessus. Après, tu vas recommencer à construire. Pour moi,
ce process-là, au final, dès le premier jour, tu vas commencer à faire des itérations. Et c'est important de jamais arrêter d'itérer au final sur ta boîte. Si jamais tu arrêtes d'itérer, de faire des expérimentations là-dessus, c'est à partir de là où tu vas ralentir la croissance ou des choses comme ça. Donc, quand est-ce que c'est le bon moment de faire de l'acquisition? Pour moi, c'est dès le premier jour. Dès le premier jour, tu fais de l'acquisition, même si jamais tu trouves le funnel, si jamais le mec il se barre et qu'après, ça va être 4 fois plus dur de le revoir. Mon conseil, c'est de commencer à faire l'acquisition. Pas trop, d'avoir, le but, c'est de trouver la balance entre de pouvoir faire l'acquisition et de pouvoir voir quand est-ce qu'on arrête de développer les fonctionnalités. Mais le but, c'est d'être en évolution constante. Il y a 70% des entreprises qui vont se casser la gueule dans les 5 ans. Au final, c'est pas parce que tu as fait une très bonne année ou 2 très bonnes années que dans 2 ans, tu n'as pas un nouveau produit qui va arriver, qui va tout casser sur ton marché, qui va complètement changer le product market fit. Le monde aujourd'hui, il va beaucoup trop vite. Et est-ce que tu as des grosses boîtes, enfin même des géants comme Amazon, Google, etc., ils ont cette culture du lean et du test permanent? Ou est-ce que c'est vraiment plus réservé aux boîtes en cours de développement, à un stade de maturité un peu moins avancé? Non, toutes les boîtes sont obligées de s'adapter, c'est sûr et certain. Alors après, comment est-ce qu'ils vont le faire? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont la capacité de le faire? C'est toujours plus dur, plus t'es gros. Ouais. Mais après, est-ce qu'ils ont la capacité de le faire? Je veux dire, après, tu vois, par exemple, tu parles de Facebook. Aujourd'hui, Facebook, ils auraient été morts si jamais ils n'avaient pas racheté toutes ces boîtes à des milliards. Tout le monde disait que c'était super cher, ou alors qu'ils ont copié au final des concepts qui existaient déjà. On l'a vu il n'y a pas longtemps avec Thread. Mais au final, si jamais t'es pas capable de pouvoir te réinventer à chaque fois, que ce soit par une croissance externe, c'est-à-dire par l'acquisition d'entreprises, par copier des modèles, par des choses comme ça, dans tous les cas, ta boîte, que ce soit Amazon, que ce soit Facebook, ou que ce soit le restaurant en face de chez toi, il va mourir, c'est sûr et certain. Ouais. Et peut-être pour encore une petite question un peu dans cette partie un peu acquisition, croissance. Tu vois, on parle souvent justement des réussites de chacun des entreprises, etc. Peut-être pour voir l'autre côté, est-ce que toi, tu as eu à certains moments des difficultés avec GrowTribe et Trady, ou en tout cas des défis que vous avez dû relever qui ont été plus compliqués que d'autres moments? Ouais, il y a des défis ou des choses personnelles, parce qu'après, les associés, on a toujours une vie personnelle que je ne peux pas mentionner malheureusement. Mais au final, quand tu es entrepreneur, tu as 2 choses à combiner. C'est ta vie personnelle, que ce soit la tienne ou celle de tes associés, et en plus la vie de ta boîte et de tous les salariés. Donc des difficultés, ouais, je pense qu'à GrowTribe, on a failli faire faillite peut-être 5 fois dans l'histoire, je pense, en 8 ans. Trady, je pense qu'avant le pré-seed, on a fait un pré-seed. Franchement, moi, j'avais mis 100 000 € dans la boîte. Je crois qu'à la base, avant de faire le pré-seed, je pensais que j'allais tout perdre parce que je ne pensais pas qu'on allait lever notre pré-seed. Il y avait de la concurrence qui était super forte. Il y avait tout le monde qui nous comparait à des acteurs qui avaient levé des centaines de millions, alors pour nous, on n'était pas du tout sur le même marché. Et donc, c'était super compliqué. Même sur le seed, on s'est retrouvé dans un contexte de merde. C'était vraiment très compliqué. Donc, à partir de là, on pensait aussi qu'on allait se cracher. En fait, c'est ça. Je pense que les boîtes, pour l'instant, j'ai pas vécu de faillite. J'ai plein d'amis qui en ont vécu. Mais je connais pas une seule boîte aujourd'hui qui te dira que ça a été bon. Si jamais tu parles, par exemple, j'ai un investisseur, les fondateurs de SumUp maintenant, tu vois, tu leur parles, ils te disent, ben non, les 2 premières années, on a failli cracher la boîte 2 fois avant que ce soit une licorne. C'est ça qui est vraiment derrière. Je sais que tu as des histoires qui sont très belles, des fois où tu as les mecs qui arrivent et puis boum, il détruit son marché, etc. Félicitations, mais je pense pas que enfin, en tout cas, moi, ça n'a pas été mon histoire. À chaque fois, ça a été compliqué. Mais en tout cas, justement, je trouve que c'est intéressant d'en parler et de voir comment ça se passe dans la plupart des cas. Peut-être pour aborder un peu une nouvelle thématique, mais qui est hyper importante. Tu sais, dès qu'on parle de l'importance de la donnée justement dans le growth et avec tout le cycle Lean Analytics, comment est-ce qu'une startup devrait utiliser la donnée pour son développement? Alors pour moi, on travaille avec les startups, on travaille à chaque fois dans ce qu'on appelle les OMTM, c'est le North Star Metric. Alors en français, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'est au final la donnée, l'indicateur clé de performance, pardon, qui est le plus important à ce moment donné.
par trimestre, par exemple, on va le réévaluer. Nous, aujourd'hui, par exemple, c'est le nombre de comptes en banque qui sont connectés sur notre application. On se focalise que de ça. On se fiche des gens s'ils payent ou pas. On se fiche, pour l'instant, on veut que les gens connectent leur compte en banque parce qu'on sait qu'après, ils vont utiliser l'application. On sait qu'après, ils ont une très belle expérience ou des choses comme ça. Donc, c'est ça au final. Donc, la métrique, tu vois, la data dans les startups, c'est extrêmement important. Par contre, je vois très souvent des boîtes qui vont se retrouver avec des dashboards et souvent, tu as les investisseurs qui vont les pousser à faire ça. Ils vont toujours demander c'est quoi ton daily user rate, c'est quoi ton... Ils vont toujours demander 50 métriques. Tu vas avoir la dashboard avec 50 métriques différentes. Au final, tu ne peux pas te focaliser sur ces 50 métriques. Tu vas avoir une OMTM, c'est le plus important. Tu vas peut-être en avoir 2, 3. Mais au final, au début, quand tu es moins de 10, ça n'a aucun sens d'en avoir plus que ça sur lequel tu vas te focaliser parce que c'est plus important. Quand tu as plus de personnes, quand tu as 60, 50, 100 personnes qui travaillent avec toi, tu peux avoir plus de métriques parce que comme ça, tu peux donner des personnes qui sont responsables pour celle-là ou celle-là, tu vois. Mais si jamais au début, la donnée, c'est super important. Ce que je conseille généralement aux gens, c'est vraiment de pouvoir avoir une liste de 1, 2, 3 métriques sur lesquelles ils vont se focaliser. Et le but après, c'est de pouvoir les améliorer. Et après c'est la data. Donc la data, après, tu vas faire les itérations. Tu vas voir comment est-ce que tu vas, si jamais tu vas faire les itérations pour pouvoir essayer de l'améliorer. Et si jamais ça marche, tu doubles tes efforts dessus. Si vous voyez cette vidéo, c'est que vous êtes à la moitié de l'épisode. Regardez la suite, car le meilleur est dans la seconde partie. Également, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à réserver vos places pour le Gros Event. Elles sont 100% gratuites, mais en quantité limitée. Pour des entreprises un tout petit peu plus développées, ou en tout cas avec un certain nombre d'employés, comme tu disais, 50, 60 personnes, comment est-ce que tu peux faire pour rendre la donnée accessible à tous les départements, tu vois, dans le sens où, typiquement, par exemple, moi, dans mon expérience, à chaque fois, c'était surtout les pôles market, etc., qui l'utilisaient, mais tu avais d'autres pôles qui étaient moins avertis dessus. Est-ce que pour toi, justement, c'est hyper important de faire en sorte que la donnée circule dans tous les pôles d'une entreprise ? Il y a 2 choses. Déjà, qu'elle soit accessible, c'est très important. C'est-à-dire que si jamais tu as quelqu'un, par exemple, un dev qui veut voir au final si l'importance de la fonctionnalité sur laquelle il travaille est importante ou pas, donc qu'elle soit accessible, c'est important. Par exemple, tu vois, si jamais tu as un bug, tu vois, d'un truc qui apparaît dans son backlog et il voit que ça affecte, je sais pas, 1% des utilisateurs, peut-être qu'il va pouvoir aller plus vite pour pouvoir prendre la décision d'aller plus vite, etc., pour pouvoir le résoudre. Donc, qu'elle soit accessible, c'est particulièrement important. Pour ça, c'est une documentation interne de l'entreprise. Aujourd'hui, tu as des outils qui font ça très bien. Tu as tout ce qui est Notion, tu as plein d'alternatives qui te permettent d'avoir des tableaux de bord. Je crois que les gens ils font avec Airtable ou t'as pas mal de boîtes qui le font. Donc, que ce soit accessible, c'est très important, je pense, qu'il y ait une transparence au sein de l'entreprise, surtout pour les petites entreprises comme ça. Quand tu as moins de 500 personnes, tu restes une petite entreprise. Tu as des boîtes comme ça, donc il faut que ce soit accessible. Et après, il faut qu'elle soit la communication, il faut que tu trouves un moyen de pouvoir le communiquer et que ça intéresse les gens. C'est la deuxième chose. C'est-à-dire que souvent, après, tu vas mettre la métrique quelque part, les gens ils vont jamais aller regarder, et puis après ils vont poser des questions pour savoir, mais au final ils avaient accès à l'information, donc la communication. Mais ouais, moi ce que je conseillerais là-dessus, c'est vraiment d'avoir une documentation interne et des métriques à jour disponibles à tout le monde, soit par Spreadsheet, soit par Notion, etc. Ok, ouais. Et tu vois, je me pose la question quand justement une boîte est assez jeune dans sa maturité, quand tu viens de lancer par exemple ta startup, quel profil tu vas aller chercher pour essayer d'avancer un petit peu? Est-ce qu'il y a des profils clés qui vont être importants d'avoir dès le début, d'un point de vue embauche et stratégie d'entreprise? Ouais, au début, en tout cas, il faut que tu trouves le plus important pour moi, c'est de trouver des profils qui sont capables d'exécuter. C'est tout important. C'est-à-dire qu'ils vont être capables de pouvoir agir. C'est-à-dire qu'ils ont un éventail de compétences assez large, pas profond, mais large. C'est-à-dire qu'ils soient capables de pouvoir aller chercher des solutions sur Google, d'aller se former sur les petits éléments, des choses comme ça. Ça, c'est quelque chose de particulièrement important. C'est des profils qui sont très simples à trouver aujourd'hui. C'est très souvent des profils qui sont entrepreneurs. Tu vas le voir dans leurs études ou des choses comme ça. Ils ont déjà essayé de faire des side projects. Ils ont essayé de faire des choses comme ça. Tu peux les trouver. Tu peux repérer ces choses-là. Quelqu'un qui a un side project, qui a monté un site, qui a fait quelque chose, c'est quelque chose vraiment que je vais valoriser énormément dans tous mes recrutements. Et voilà, c'est la capacité à
à exécuter qui est le plus important pour moi, avec un éventail de compétences, donc qui n'est pas profond généralement, mais qui est assez large, qui est vraiment large sur le nombre de compétences qui est là-dessus pour les startups. Après, généralement, ce que je vois, c'est que les fondateurs, généralement, c'est eux qui vont apporter les compétences au début sur la profondeur. Après, avec 2-3 profils clés, mais il ne faut pas que ce soit plus de 50% de la boîte. Sinon, tu vas perdre un petit peu en efficacité et tu vas perdre avec cette capacité d'exécution. Mais voilà, ouais, c'est vraiment ça. Donc, si jamais tu veux recruter les personnes, c'est au début, je conseille vraiment de valoriser les projets sur le côté. Tu as des pépites qui sortent des études, qui ont des fois 1 ou 2 ans d'expérience dans la vie professionnelle. Et c'est vraiment des pépites parce qu'ils sont à la capacité d'exécuter très rapidement. Et c'est de ça que tu as besoin aujourd'hui. C'est vraiment de ça au début parce que, comme tu le disais avant, tu n'as pas le product market fit, il faut que tu continues d'itérer. Donc, pour ça veut dire que ce que tu es en train de faire aujourd'hui, peut-être que dans 3 mois, en fait, plus personne l'utilisera. Ouais. C'est très frustrant. Et ça veut dire que tu ne peux pas attendre 3 mois pour qu'un projet soit fini. Ok, ouais, bah, hyper intéressant. Peut-être toujours un peu dans cette logique, qu'est-ce que tu dois prioriser quoi, à tes débuts. À quel moment tu vas... Est-ce qu'il y a un moment où tu vas te dire, OK, mon acquisition, c'est plus qui est le plus important et justement, je vais me focus sur d'autres étapes du funnel? Et si oui, à quel moment est-ce que justement tu peux te poser cette question et concentrer tes efforts à une autre étape du funnel? Je pense que, alors j'ai pas de réponse, j'ai pas la vérité là-dessus. Là, je te dirais mon approche. Parce que c'est très théorique, hein, dit comme ça. Ouais, c'est très théorique. Mon approche là-dessus, c'est vraiment de passer. Tu vas chercher à chaque fois le product market fit. Donc, si jamais la satisfaction client n'est pas à son maximum, ça veut dire qu'il va falloir que tu changes l'acquisition pour aller autre part. Donc pour ça, je comparais les NPS, les scores NPS de ta boîte avec celles du marché dans laquelle tu es. Si jamais tu es dans le secteur bancaire, si jamais tu es dans la formation, c'est des scores qui sont différents. Et si jamais tu n'es pas au moins 10 points au-dessus de la moyenne, je repasserai sur une autre, sur l'utilisation et sur l'usage des clients. Et tu as peut-être une autre question justement pour évoquer les autres parties du funnel avant d'aller dans les prochaines questions. Comment est-ce que tu vas pouvoir travailler justement sur les autres étapes? Je pense par rapport, par exemple, à la rétention, tout ce qui va être activation, etc., qui paraissent totalement différentes justement des étapes d'awareness et d'acquisition. Pour moi, et aussi peut-être quel profil va pouvoir t'aider là-dessus, quoi, finalement. Ouais. En fait, si tu reprends ton OMTM il a changé, tu vois, nous aujourd'hui c'est Bank Connection. Si par exemple c'est le nombre de fois que les gens y reviennent par jour, ça pourrait être, tu vois, c'est-à-dire que là ça a changé. Là, ce qu'on ferait à ce moment-là, c'est qu'on va on va mettre cette métrique, cette mesure, on va dire à combien est-ce qu'elle est aujourd'hui, on va dire combien est-ce qu'elle est pour le marché si jamais on la trouve, et après on va faire un brainstorm avec l'équipe, et puis là on va mettre en priorité, on va faire un scoring des itérations, des expériments qu'on va trouver, et après on va les mettre dans le backlog pour pouvoir essayer d'augmenter la rétention et le nombre de fois que les gens ils vont se connecter par jour. Au final, c'est exactement le même process que pour l'acquisition. Il y a vraiment zéro différence pour moi dans le process si tu travailles sur l'awareness, sur l'acquisition, sur la rétention ou le référal ou le revenu. C'est au final, tu vas regarder la situation où tu es aujourd'hui, tu regardes un peu la concurrence ou qu'est-ce que ça devrait être, et puis après, tu vas essayer de prendre tous les cerveaux de ton équipe pour essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait l'augmenter. Donc, tu vas prendre la personne qui est au contact avec les clients, tu vas prendre quelqu'un un petit peu du côté technique pour avoir une autre vue, pour avoir la faisabilité de chacune des idées. Tu vas prendre... tu peux prendre tout le monde, des fois. Hein, si tu as 10 personnes, c'est un peu trop. Mais si tu as 4-5 personnes, ça va être un rendez-vous qui va être assez efficace. Et tu dis à tout le monde, ben voilà, sur le brainstorm, on parle que de rétention. On ne fait que des idées sur la rétention. Et tu vas avoir une idée, 30, 40 idées d'itération. Et puis là, après, tu vas les mettre en priorité. Tu vois. Il n'y a aucune différence pour moi entre... passer sur l'acquisition ou sur la rétention. Le process elle-même, c'est l'expérimentation qui diffère, quoi. Est-ce que toi, justement, chez Trady, c'est une métrique sur laquelle vous vous êtes penché aujourd'hui? La rétention? Ouais. Ouais, ça a été. Là, aujourd'hui, on est sur le Bank Account Connected, mais juste avant, on était sur l'activation.
Ok. sur la rétention, pardon, sur le nombre de fois que les gens ils se connectaient. Et pour ça, si jamais tu vas fouiller dans mon LinkedIn d'ailleurs, ou si les gens ils vont fouiller sur mon LinkedIn, ils vont voir que j'ai cherché à faire des interviews encore, c'était au premier trimestre, à faire des interviews pour essayer de comprendre les personas. Après, on a documenté toutes les personas et puis à partir de là, en fait, on a fait un brainstorm pour essayer de voir quelles sont les choses qu'on va mettre en place pour pouvoir l'augmenter. Et puis là, aujourd'hui, on est en train de faire un certain nombre de changements là-dessus, à mettre en place des itérations là-dessus. Ok, d'accord. Mais hyper intéressant. Peut-être, je vais te poser une question que, enfin, j'ai souvent entendue. C'est quoi la différence entre gros hacking et gros marketing, tu vois? Surtout que, en tout cas en France, il y a quelques années, on parlait beaucoup de gros hacking. Aujourd'hui, on parle un peu plus, on entend en tout cas parler un peu plus de gros marketing. Est-ce qu'il y a une vraie différence entre ces deux appellations? Franchement, je sais pas. Je crois que j'avais essayé de faire un article de blog il y a 10 ans là-dessus. Franchement, je sais pas. Là, aujourd'hui, ça fait 10 ans que j'ai travaillé là-dedans. Je peux te dire, pour moi, c'est pareil. C'est vraiment pareil. Alors, grosse marketing, par définition, tu vas plus te focaliser sur l'awareness, l'acquisition, j'imagine. J'en sais rien. Mais pour moi, franchement, faut pas Ouais. si tu veux les équipes qui exécutent, franchement, tu veux pas les équipes qui passent à se poser des questions sur les définitions des termes, des choses Sur comme la- ça. Donc ça, c'est mon conseil. Mais je sais qu'il y a beaucoup de questions, beaucoup de sujets là-dessus. Franchement, j'en sais rien du tout. Je pense que c'est pareil. Au terme de process, c'est pareil. Tu vas avoir l'awareness, l'acquisition, peut-être plus pour le gros marketing. Mais je sais pas. Je sais qu'en France, en fait, c'était assez péjoratif de parler gros hacking. Ce qui est marrant avec Gross Hive, en fait, c'est qu'on a fait de la formation de gros hacking. On a ouvert 7 pays. On a ouvert la France, on a ouvert l'Angleterre, on a ouvert les Pays-Bas et les 4 pays nordiques. Donc Suède, Ok. Pays-Bas, Suède, Norvège, enfin les 4 ans. Et en fait, si jamais tu regardes sur les pages à l'époque, on avait changé le terme pour la France et le Royaume-Uni. On n'appelait pas gross hacking, on appelait ça du gross marketing. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme tu avais hacking, c'était un mot qui était ultra péjoratif. Par contre, les pays nordiques et les Pays-Bas, c'était du terme qui était exceptionnellement, qui était très bien vu. Et au contraire, ils préféraient en fait ce côté de, tu vois, tu vas chercher le petit truc que personne, le loophole, tu vois, que personne n'a trouvé. Et donc c'est intéressant de voir qu'au final, on enseignait la même chose sur des marchés différents. Par contre, la terminologie était différente. C'est là-dessus. Et puis après, quand on vendait aux États-Unis, pareil, on enlevait tous les gros mots des vidéos, des choses. Enfin, c'est pas marché, c'est comme ça. Mais pour moi, il n'y a pas vraiment de différence entre gros hacking et gros marketing. Je pense qu'il y en a plein qui ne sont pas d'accord là-dessus, mais c'est un débat qui m'intéresse pas trop. Peut-être pour revenir un peu sur toi, ton expérience. Donc, on parlait au tout début de l'interview de finalement ce que tu avais fait sur GrowThrive, sur Trady aussi. Mais on a aussi évoqué que tu étais le cofondateur et enfin le responsable d'une chaîne de restaurants en France. Est-ce que le mindset un peu grosse, ça peut s'appliquer aussi sur un business comme ça? Ou, tu vois, enfin, je compare un peu, genre, finalement, ce que tu pourrais faire dans le digital avec ce que tu vas faire sur une chaîne de restauration. Ouais, en fait, pour moi, c'est pareil. En fait, ce que j'aime pas, j'aime pas dissocier les startups et les petites entreprises ou des choses comme ça, parce qu'au final, c'est juste, souvent, c'est les moyens de financer les boîtes ou la validation, au final, la concurrence qui va jouer là-dessus. Mais au final, une petite boîte aujourd'hui, un petit restaurant, ça doit s'adapter, ça doit itérer, ça doit faire les changements sur son menu. Moi, je m'en souviens à l'époque, qu'est-ce qu'on avait fait qui avait bien marché, par exemple? On payait les livreurs Uber Eats, tu vois, pour qu'ils distribuent nos flyers dans les boîtes aux lettres, tu vois. Donc à chaque fois que les gens ils allaient commander chez nos concurrents ou des trucs comme ça, tu vois, ils balançaient aussi nos flyers, tu vois, dans toutes les boîtes aux lettres des immeubles parce qu'ils rentraient dedans. On s'était fait taper par les doigts par Uber Eats, on avait arrêté après, tu vois. Mais tu peux trouver plein d'idées en fait qui sont cool, qui sont sympas à faire, tu vois, sur ce genre de dossier aussi. Je vois plein de trucs de personnes qui font par exemple, je sais pas, gagner les pizzas sur un an ou des choses comme ça. Je vois par exemple, tu as aussi un mec, un entrepreneur qui a créé Emblème, là, qui est assez connu, Edouard, qui a créé un groupe de pizzeria qui s'appelle Mimo HQ. Alors lui, c'est marrant parce qu'il est sur le marketing d'influence, tu vois. À la base, il a une plateforme de marketing d'influence pour les restaurateurs. Et là, il a créé un groupe de restaurants qui cartonne. Là, il a lancé sa franchise. Il est sur Paris, il est sur plein de villes. Et au final, qu'est-ce qu'il fait? Tu vois que le mec, en fait, il arrive avec un concept, tu vois, qui est d'actualité. Hein, donc, c'est des pizzas gourmet
d'aujourd'hui, avec, tu vas voir que il va faire énormément de marketing d'influence, ce qui est aujourd'hui probablement un des canaux d'acquisition le plus en vogue aujourd'hui en termes de growth hacking, qui est le marketing d'influence. Donc, ça n'a pas vraiment de différence. Ce que tu le retrouves dans la tech, pour moi, tu peux très souvent le faire dans le reste. Et à contrario, moi, j'aime bien m'inspirer de ce qui se fait là où, au contraire, il y a un marché, pour l'adapter dans d'autres marchés. Si jamais tu regardes aujourd'hui, par exemple, les gens qui, il y a 6 mois, tu vois, par exemple, la personne qui faisait du TikTok en business, alors que tous les restaurateurs ils faisaient ça, au final, aujourd'hui, tous les gens ils commencent à faire du TikTok, même en B2B, tu vois. Ça commence à se faire comme ça, c'est parce que c'est les canaux qui montent, les choses comme ça. Donc, il y a pas il faut pas dissocier pour moi les deux types d'entreprises. Moi, c'est un plaisir de faire la restauration aussi. C'est un métier qui est très dur, avec lesquels, alors je suis associé avec des vrais restaurateurs, moi je suis pas restaurateur. Mais là, au final, c'est excellent parce que c'est des métiers qui sont très opérationnels, qui sont généralement les dirigeants, ils vont gérer 40, 50 personnes, et c'est les fondateurs, ils sont encore derrière les cuisines ou alors derrière la caisse, en train de servir. Et c'est des métiers qui, au contraire, pour moi, sont vraiment intéressants et sont vraiment très proches. C'est l'entrepreneuriat, ça reste de l'entrepreneuriat. Ouais. Mais je trouve ça hyper intéressant justement d'avoir ta vision où tu vas pas séparer l'un et l'autre et avoir le mindset entrepreneur, quoi, peu importe le business. Ouais, mais c'est ça. Mais après, en fait, c'est vraiment, moi, quand je parle avec mes associés, tu vois, par exemple, dans les restaurants, là, quand les startups qui te vendent le produit, le nouveau produit, la nouvelle caisse, le nouveau truc comme ça, non, mais les mecs de Paris, ils ont rien compris. Tu sais, ils parlent comme ça, quoi. Et donc, ils ont raison. Non, mais ils ont raison parce que t'es dans tes bureaux, t'as fait un stage de 3 mois et puis après, tu vas lever des fonds et tu comprends rien, en fait. C'est quand t'es vraiment dans le cœur de l'action qu'au final, tu règles 10 000 problèmes et puis tu as quelqu'un qui essaie de te vendre une solution dont tu n'as pas forcément besoin. Et au final, il y a tout le monde qui dissocie vraiment et qui se met en fait en conflit là-dessus. Je trouve ça dommage parce qu'en fait, c'est vraiment en travaillant ensemble que chacun des secteurs vont travailler là-dessus. Beaucoup de startups devraient plus connaître un peu leurs clients, parler beaucoup plus et se rapprocher vraiment plus du métier. Et vice versa. Moi, j'ai un copain par exemple qui il a décidé de faire un truc, une boîte pour un service, tu veux, pour les bouchers de France, qui veut vraiment fédérer la quasi-totalité des bouchers de France. Il a fait un CAP boucherie pendant 1 an, et puis après là, il a travaillé pendant 3 ans. Il a commencé une agence digitale là-dessus, et puis après ça, en fait, il s'est dit, c'est après que je vais lancer ma solution parce que je veux comprendre vraiment les personnes, et choses comme ça. Et ça, je trouve ça magnifique, tu vois. Alors, ça prend 4 ans pour monter une boîte, c'est peut-être pas ce qu'il faut faire, mais au final, le projet il évolue beaucoup. Tu sais qu'il y a un problème, et puis là, après, t'es le roi du pétrole. Donc, voilà. Parce que, tu vois, justement, j'allais te poser la question un peu, quelles sont les erreurs que tu vois le plus? Est-ce que c'est au niveau de la connaissance, justement, client et du terrain, tu penses? La méthode Lean et toutes les méthodes Lean, toutes les méthodes d'aujourd'hui qui ont fait le succès des grosses boîtes, aujourd'hui, elles se focalisent sur la satisfaction client. Si jamais tu ne comprends pas ton client, si jamais tu n'es pas capable de boire une bière avec ton client, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vraiment. C'est qu'il y a quelque chose que tu n'arriveras jamais à faire, c'est que tu n'es pas assez proche de ce client pour moi. Donc ça, c'est mon opinion après. Tu auras des contre-exemples, mais c'est mon opinion. Et tu vois, quel conseil tu donnerais justement à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat avec le recul que tu as aujourd'hui vis-à-vis de tes différentes expériences? Moi, j'ai fait plein de trucs. En fait, il faut trouver quel type d'entrepreneur tu es. Moi, j'ai essayé de faire plein de trucs. J'ai 3, on va dire, groupements d'entreprises qui ont bien marché. Mais je pense que j'ai dû avoir 5 fois plus d'idées ou des choses comme ça que j'ai voulu démarrer, que certains projets que j'ai essayé de faire, des choses comme ça. Moi, par exemple, tu vois, j'ai vu ma limite, c'est que je ne peux pas entreprendre tout seul. J'ai jamais réalisé un projet en solo entrepreneur, j'ai jamais réussi, tu vois. Donc après, par contre, à chaque fois, sur toutes les personnes avec qui je me suis associé, que ce soit, tu vois, dans le restaurant, c'est avec quelqu'un qui était restaurateur depuis 10 ans. À GrowthTribe, c'était David, qui était un expert en growth hacking et qui était excellent, en content. C'est lui qui a créé tous les curriculums de GrowthTribe. À Trézy, je me suis associé avec Pierre, qui est un ancien ingénieur, tu vois, du CNRS, qui est mon CTO. À chaque fois, en fait, j'ai la personne qui va me compléter, qui va vraiment apporter au final l'expérience et l'expertise produit qui est vital. Donc moi, pour moi en tout cas, tous mes projets sur lesquels j'ai trouvé un partenaire qui était complémentaire sur moi, ils ont cartonné. Ils ont bien marché. On a reçu, on a bien réussi à financer la boîte.
soit en bootstrap, soit en financement, soit en equity, on a tout fait. Mais à chaque fois, ça a bien marché. Là, mes conseils, du coup, c'est vraiment de trouver au final quel type d'entrepreneur ils sont. Et puis après, c'est de commencer, quoi. Tu fais une landing page, tu fais ton produit. Aujourd'hui, c'est très simple de faire les trucs. Tu n'as pas besoin de dépenser des budgets faramineux aujourd'hui. Tu lances ton idée. Le plus important, c'est de commencer quelque chose. Au final, sur la route, jusqu'à ce que tu auras un projet qui sera disponible publiquement, en fait, il y a de grandes chances que ton projet ait changé 3 fois. Et au final, il y aura de grandes chances, si jamais tu n'as pas trouvé d'associé, que tu les retrouveras. Il y a de grandes chances qu'il y a pas mal de choses qui vont évoluer. Donc, ça, on revient sur l'exécution. Si l'exécution, c'est super important pour les premiers employés, pour les fondateurs, c'est crucial. C'est la chose la plus importante. Et est-ce que toi, depuis tes débuts, tu as vu un peu des évolutions qui ont opéré dans le gros, je sais pas, peut-être des façons de faire qui ont un peu changé ou des canaux d'acquisition qui ont un peu évolué? Ouais, la chose la plus importante, je trouve, qui a changé, c'est qu'au début, le gros, il y avait vraiment cette volonté d'avoir des compétences techniques et d'ingénieurs pour être gros hacker. Aujourd'hui, la tech est suffisamment mature au final avec tout ce qui est no-code pour pas avoir ça. Donc ça, c'est la différence la plus importante pour moi. Ce que je trouve, c'est qu'aujourd'hui, alors il y a toujours un avantage si jamais tu es dev, hein, mais c'est plus nécessaire aujourd'hui d'avoir un profil technique pour être gros hacker. Parce qu'aujourd'hui, la tech, elle est mature et elle est accessible à tout le monde. Tout le monde peut être technique aujourd'hui avec tout ce qui est en no-code, avec tout, ou les low-code là-dessus. Ça, c'est l'évolution la plus importante. Après, non, après, en fait, pour moi, ça montre le gros hacking, il a complètement changé sur les 10 dernières années. Pour moi, ça montre juste, en fait, le changement, c'est purement, si on parle par exemple de l'acquisition et de l'awareness, si jamais tu regardes les changements qu'il y a, ça montre purement qu'il faut compter itérer, quoi. Il y a 10 ans, tu vois, c'était Facebook Ads, Performance Marketing, c'était probablement le Graal. Tu avais le SEO qui arrivait juste derrière. Là, aujourd'hui, je pense que si jamais tu veux itérer, il vaut mieux essayer vers le marketing d'influence plutôt, ou le tool-based marketing, ou les choses comme ça, parce que tu peux faire des trucs super avec ChatGPT, OpenAI, ou trucs comme ça aujourd'hui en outil, tu vois, tu as plein de trucs que tu peux faire très rapidement. Et donc voilà, je crois qu'il y a 5 ans, c'était le content, tu vois, le content, c'était le roi. Donc en fait, ça continue d'évoluer. Je dis pas que le reste est mort ou des choses comme ça, tu vois, mais c'est juste que c'est comme ça. L'email marketing, je crois qu'il y a 10 ans, il y a 8 ans, c'était complètement mort. C'est revenu il y a 3 ans. Enfin, c'est vraiment, c'est ça en fait. Pour moi, l'évolution, c'est au final, tu vois que ça continue d'évoluer énormément. Et le besoin d'avoir d'itération rapide et du gros, ça, tu le vois à ce moment-là, en fait. Juste quand tu regardes le landscape des canaux d'acquisition de n'importe quelle entreprise aujourd'hui. Mais hyper intéressant d'avoir ta vision là-dessus. On va se rapprocher de la fin de cette grosse keynote, mais j'ai encore 2 petites questions à te poser. Et c'est pas les plus faciles, puisque il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. L'idée, c'est justement juste d'avoir un peu ton point de vue là-dessus. Mais comment est-ce que tu penses, enfin, quelles sont selon toi les compétences qui vont être les plus indispensables à maîtriser pour avoir un bon profil gros dans les prochaines années à venir? C'est probablement ça va être la logique, je pense. Aujourd'hui, en fait, tout ce qui se passe, en fait, je pense à tout ce qu'on appelle aujourd'hui les prompt engineers, les choses comme ça. En fait, c'est les gens qui vont mais c'est pas, enfin ça va peut-être changer, mais au final, c'est vraiment les personnes qui arrivent à comprendre comment est-ce que la machine a été conçue, et comment est-ce qu'elle répond, et pourquoi est-ce qu'elle répond comme ça, et au final, par un esprit logique, d'essayer de voir comment jouer avec la tech aujourd'hui. Donc pour moi, c'est purement la logique qui est super important aujourd'hui. Aujourd'hui, à chaque fois que je parle avec mon associé ou n'importe qui, je force les gens à essayer de comprendre les discours des ingénieurs. Je force les gens à faire en sorte qu'ils comprennent comment est-ce que les ingénieurs ils parlent et qu'est-ce que ça veut dire leur terme quand ils parlent. Je force aussi les ingénieurs à dire avec des mots business compréhensibles de quoi il s'agit. Parce qu'au final, aujourd'hui, on travaille tous avec la tech et on interagit tous avec la tech, avec le back-end de n'importe quelle entreprise. Donc pour moi, c'est ça qui est le plus important. Et le deuxième, c'est la compétence, enfin, c'est l'exécution. C'est très dur d'avoir un esprit
d'être extrêmement bon en exécution, de focaliser complètement et d'exécuter à mort. Ça reste quelque chose qui était là avant et qui restera toujours pour moi. Ouais, parce qu'en plus, on peut souvent, les gens parlent beaucoup de framework, de théorie, etc. Et au final, toi, tu dis, c'est l'exécution qui prime, quoi. En fait, si jamais tu regardes aujourd'hui un framework, tu apprends la théorie aujourd'hui, tu vas regarder, je sais pas, un framework, tu vois, pour pouvoir prioriser, faire tes brainstorms, des choses comme ça. Si jamais tu l'apprends aujourd'hui avant d'avoir fait, tu vas pas retenir, quoi. Dans 3 semaines, tu as oublié. Si jamais tu te l'es tapé 3-4 fois, en fait, tu as dû le trouver par toi-même, presque, ce framework, et qu'après, en fait, tu lis un article de blog où tu vois ce framework, tu vas le comprendre directement, tu vas dire, oh, mais en fait, c'est comme ça qu'il faut que je le fasse, et là, par contre, ça va rester à jamais. C'est c'est pour ça, c'est très important d'apprendre. J'avais une bonne dans la formation, d'être super curieux, etc. Par contre, ça reste plus important d'exécuter. L'exécution, au final, learn by doing, ça reste la méthode d'apprentissage qui est la plus effective aujourd'hui là-dessus. Et peut-être juste une dernière question avant de finir cette interview. Qu'est-ce qui, toi, t'anime au quotidien, Quentin? Qu'est-ce qui fait que c'est l'entrepreneuriat et le gros et pas un autre domaine dans lequel t'es? Qu'est-ce qui te plaît le plus, en fait, finalement, là-dedans? En fait, le gros, je suis très proche du gros parce que c'est l'éventail de mes compétences qui est extrêmement large. Pour moi, le gros, en fait, c'est juste la conséquence au final, parce que je me suis formé, j'ai appris surtout, j'ai jamais eu peur de lire un texte, d'apprendre une compétence sur laquelle j'avais pas de formation, des choses comme ça. Après, en tant qu'entrepreneur, ce qui me guide, c'est les personnes avec qui je travaille. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que généralement, je choisis un projet pour mes associés avant tout, pour travailler avec les personnes avant tout, et puis après pour les clients, c'est la deuxième chose. Donc, si jamais tu regardes mes projets, tu as Grosse Tribe, on travaillait avec beaucoup de dirigeants de TPE PME qui sont aussi les personnes comme moi. C'était les clients de Grosse Tribe, au final, c'est les mêmes clients que Trezy pour une grande majorité. Tu avais l'autre moitié qui restait des personnes en marketing en grosse. Mais voilà, et puis après, à chaque fois, j'ai choisi les projets. Et ceux qui ont marché, c'était parce que ça marchait avec mes associés. Ouais. Donc, c'est ça qui me guide. Mais hyper intéressant, puis ça rejoint un peu ce que tu disais, la rencontre, le fait d'avoir quelqu'un de complémentaire ou pas avec toi. En tout cas, un grand merci Quentin d'avoir accepté aujourd'hui de nous livrer un peu ta vision, de nous parler du gros skin analytique et puis avoir pu discuter justement de tes différentes expériences. Peut-être juste pour ceux qui nous écoutent, est-ce que pour ceux qui voudraient peut-être te suivre et voir ce que tu fais, est-ce qu'il y a un endroit sur lequel on peut te suivre, un réseau social sur lequel tu es peut-être le plus actif? Sur LinkedIn, je suis particulièrement actif. Je réponds quand les messages ne sont pas trop automatisés. Un grand merci d'avoir regardé cet épisode dans son intégralité. Au total, on a interviewé plus de 40 experts dans le gros, donc si tu as aimé, je t'invite à liker, mais également à t'abonner pour ne pas louper les prochaines interviews. Également, si tu l'as pas encore fait, je t'invite à t'inscrire au Gros Event. Les places sont 100% gratuites, mais en quantité limitée, donc il faut en prendre dès maintenant si tu veux être sûr d'en avoir encore de disponibles. Et pour t'inscrire, rien de plus simple, tu tapes Gros Event sur Google, tu cliques sur le premier lien, tu rentres ton nom, prénom, adresse mail et le tour est joué, tu as réservé ta place pour l'édition 2024. En attendant, je te dis rendez-vous au prochain épisode. À très vite, à bientôt.